pour vous présenter Vincent Giolito. Vincent, pour ceux qui sont déjà venus il y a quelques années à nos séminaires, le connaissent, mais Vincent a continué à travailler et à rechercher des sujets compliqués. Et parmi les sujets compliqués sur lesquels il travaille, les erreurs de management. Ah, bien entendu, ça ne concerne personne ici. Personne ici n'a jamais fait une seule erreur de management. Mais imaginons que certains de vos collaborateurs puissent en faire quelques-unes. Et je vais laisser Vincent vous présenter un petit peu ce nouveau champ de recherche qui est à la fois intime, il nous concerne tous, d'accord, et extrêmement critique pour éviter qu'une entreprise puisse vivre des problèmes qu'elle pourrait éviter. Hein, ça ne veut pas dire qu'on évitera tous les problèmes. Enfin, je ne sais pas, Vincent, mais si on peut en éviter certains, voilà. Et donc, c'est la recherche que vous présente Vincent maintenant. Merci. Oui, ça marche. Merci, ravi d'être avec vous. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de parler devant le Melsion Entrepreneurs Day. Et la dernière fois a été formidable, je vous raconterai, mais pas cette fois-ci. Merci pour la photo, parce que j'ai un peu... Elle me présente sous un bonjour. C'est très sympathique. Je vais vous parler effectivement d'un sujet qui s'appelle Managing Errors in Organizations. Je suis aujourd'hui universitaire. Je suis chercheur à la Solvay Brussels School of Economics and Management. En gros, la première école de business, la première école de management à Bruxelles, en Belgique. Et puis je suis aussi conseil, et je fais des études et du conseil avec des entreprises. Je vais vous parler d'un sujet sur lequel je travaille en tant que chercheur, en tant qu'académique, en tant qu'universitaire. C'est le sujet des erreurs de management, des erreurs dans les organisations. Vous venez de faire un super exercice, et moi aussi d'ailleurs je l'ai fait, de respiration. Je vais vous demander un nouvel exercice, un exercice d'imagination. Vous êtes des entrepreneurs, vous vous projetez juste un tout petit peu en avance, vous avez formidablement réussi, vous avez vendu votre boîte, puis vous en avez racheté une autre. Vous avez racheté une grosse boîte, parce que comme vous aviez réussi, vous avez beaucoup d'argent, et puis vous avez racheté une boîte qui fait rêver beaucoup de gens, surtout les garçons, je dois dire, mais une compagnie aérienne. Ça va? Vous êtes, pour l'instant, maintenant, vous vous installez dans votre fauteuil de CEO d'une grande compagnie aérienne américaine. Ça va? Bon salaire, vous voyagez gratos, même vous avez un avion privé, vous n'allez pas prendre les avions de la compagnie. Vous êtes CEO de United Airlines. Grosse boîte, hein? Pas mal, non? Vous avez une jolie carte de visite? Ok. Et puis un jour d'il y a à peu près 18 mois, il se passe ça. Avec du son, c'est encore mieux. Hey, come on. It's not right. Can't the pilots drive to Louisville? Can't they rent a car for the pilots and have them drive? No! Oh my God! Oh my God! Oh my God! No! Oh my Guys, my God! What are you doing? No, this is wrong. Oh my God! Look at what you did to him! Oh. Pas un bonjour, hein? Surtout pour le monsieur. Mais pas un bonjour pour vous non plus. Pas un bonjour pour vous non plus comme CEO de United Airlines. En plus, votre boîte, elle est cotée. Et ça, c'est quelques milliards. Hein. Et puis, il y a votre bonus qui est indexé dessus. Hein. Voilà. Ça, c'est une erreur. C'est ce qu'on appelle une organizational error. Ça sonne un peu moins bien en français. Ça, erreur dans l'organisation. C'est un exemple typique. C'est celui qui attire nos recherches et celui sur lequel on travaille.
Et je vous en parle aujourd'hui avec 2 questions pour vous. La première question, c'est comment ça a pu arriver? Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver là? Comment vous analysez ça? Vous voyez, je pense que vous connaissez l'incident. D'ailleurs, quand on tape United sur Google, on a United Incident qui vient en premier. Mais comment ça a pu arriver? Rencontre de 2 situations bénignes qui créent une situation catastrophique. C'est cool, c'est un vrai élément. Ah oui, le coussin, il est extraordinaire ce coussin. Passe le coussin. Qui veut le coussin? Qui prend le coussin? Loin, hein? Waouh! C'est bon, on m'entend? En fait, moi, ce que je vois dans cette vidéo, c'est quelqu'un qui voulait bien faire son travail. Et c'est ça le pire, en fait, c'est que le mec qui est en train de faire sortir le passager récalcitrant, il pense qu'il est en train de bien faire son travail. Et parce qu'il est probablement incentivé pour faire ça. Effectivement, excellent. Super point. On va revenir, je vous parlerai des insights, des points que nous apporte la recherche qu'on a faite dans la chaire pour laquelle je travaille à Bruxelles. Effectivement, c'est un point très très important. Les gens ont voulu faire bien leur travail. Encore une ou 2 inspirations. Moi, je trouve qu'on est plutôt dans l'expérience de Milgram, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans quelqu'un qui obéit éventuellement à une consigne et qui n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire et de ce qui se passe. Et donc, pour moi, justement, bien faire son travail, ça peut être ne pas faire son travail. Un vrai point complémentaire qui va nous amener à comment on gère. Super. Dernière idée, là-bas. Oh. Moi, dans cette vidéo, je vois surtout le pouvoir qu'ont maintenant les clients pour avoir un impact sur une entreprise complète. Donc là, c'est un client isolé qui aurait pu être traité de façon isolée, qui est devenu médiatisé mondialement et qui a eu un impact sur l'entreprise entière. Super. Une dernière. Super, effectivement. Et c'est un vrai point. Une dernière. Il y avait une question ici. Une attention. Moi, ce que je vois aussi, c'est la pression de l'organisation en fait sur les individus, dans le sens où un acte qui, dans un contexte différent, serait inacceptable et toléré et encouragé par l'organisation. Et ça montre un peu le côté totalitaire que peut prendre une organisation, fût-elle une entreprise. Super. Effectivement, hein, il y a un ensemble de pression, de règles qui emmènent des gens à faire des choses un peu bizarres, avec un impact non prévu sur l'organisation. Et maintenant, j'ai une deuxième question. La deuxième question, c'est, rappelez-vous, vous êtes le patron de United Airlines. Vous venez de voir la vidéo que vous a signalé votre DIRCOM, ou peut-être même votre assistante, qui lit Facebook avant votre DIRCOM, parce que votre DIRCOM, elle lit le Financial Times. Vous voyez cette vidéo, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Au bout, là-bas, tout au fond au milieu. Déjà, je pense qu'il faut réagir tout de suite, s'excuser platement et dire qu'il faudra trouver les solutions pour que ça ne se reproduise plus, quoi. Mais communiquer tout de suite. Que ça ne se reproduise plus et le dire tout de suite. OK. D'autres suggestions? Là? Bravo. Moi, j'essaierai de contacter la personne qui a été lésée et de rétablir la situation. Et ça fait partie aussi des éléments à médiatiser. Ça fait que la compagnie s'est occupée de ce cas-là et que la personne a été indemnisée et a reçu des excuses publiques. Avoir une relation personnelle avec les victimes. Ouais, super. Donc moi, j'irai voir la personne lésée, entre guillemets, pour me porter communément en action contre les procédures en cours qui m'ont obligé à mettre ça en place dans mon organisation et avec lui, me battre contre le processus qui oblige les compagnies aériennes à traiter leurs clients comme ça.
Révolutionner la boîte. Excellent. Excellent. J'adore. Encore une? Vous savez, vous êtes CEO, hein? Tous là, donc vous avez quelque chose à faire. Une dernière? Non? Oui, encore une. Une et une autre. Une d'abord et une autre, madame, au fond. Oui, dans la situation qui est là et qui n'est pas unique, hein, il y a eu un cas chez Starbucks il n'y a pas très longtemps aussi. Ce qui paraît être l'attitude classique, c'est un peu de baisser la tête, faire plates excuses, mais c'est pas vraiment prendre la high road, en fait. J'ai l'impression, enfin ça c'est plutôt une question pour vous, en fait, c'est comment éviter d'avoir à s'excuser platement à chaque fois et de se faire taper dessus par l'avocat, le monsieur en question là, qui a été traîné hors de l'avion, a embauché le meilleur avocat pour ces situations-là, a probablement reçu un chèque de plusieurs millions de dollars. 6 millions, voilà, très, très bien pour lui. Et c'est vrai qu'il y a un problème un peu systémique avec les réglementations qui poussent à mettre en place ce genre de choses. Comment faire pour justement élever le débat au lieu d'à chaque fois se faire taper dessus? Absolument. Et changer, effectivement, changer de perspective. Dernière suggestion. Oui, moi, je me remettrai en question personnellement en tant que CEO, parce que je me dis que si c'est dans ma boîte que ça se produit, il y a un problème à tous les échelons de la boîte. Et je me sentirais personnellement la première responsable. Et ce n'est pas un problème de réglementation, c'est un problème d'état d'esprit. Enfin, moi, je le vivrais comme ça. Ouais. Ouais. Surtout que c'est arrivé 10 ans avant. Vous tapez United Break Guitar, et le mec, on lui avait cassé sa guitare, il essaie de se faire rembourser par United, on l'envoie chier 10 fois, 15 fois, il met sa chansonnette, 17 millions de vues, et le cours de l'action a baissé de 10%. Mais ça, c'était 8 ans. Donc c'est récurrent chez United. Donc le mec, il peut prendre du Prozac et aller... Ok, donc vous êtes tous CEO de United, et vous avez plein, je dois dire, de très bonnes idées, et vos suggestions à la fois sur comment c'est venu et qu'est-ce qu'il faut faire, vos suggestions collectives, c'est la sagesse des foules, surtout des entrepreneurs de chez Melsion, sont très alignés avec les points dont je vais vous parler et qui sortent de notre recherche. Quels sont les insights qu'on sort de cette recherche qui dure depuis à peu près 3 ans, qu'on a conduit dans des grandes entreprises, et notamment avec une vingtaine de grandes banques, compagnies d'assurance en Europe, avec les CEO, avec les présidents, mais aussi avec des grosses boîtes de FMCG, comme on dit, Consumer Goods, oui, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas le droit de citer la marque, donc les trucs qu'on trouve dans les supermarchés. Et aussi des plus petites entreprises du type start-up et même du type petite organisation de consultants, je veux dire quelque chose de beaucoup plus... Et donc on a une vision désormais nettement plus claire de c'est quoi une erreur, comment ça arrive et qu'est-ce qu'il faut faire avec quand on est le patron. Le premier insight, pour expliquer comment des erreurs arrivent comme ça et comment ça doit remettre en question, quelqu'un parlait de carrément révolutionner l'approche de la boîte, notamment au titre d'une responsabilité personnelle du patron. Le premier point à avoir en tête, c'est que ces incidents-là, ils remettent en cause une assumption, une hypothèse, un truc qu'on a de base vissé bien profond dans le cerveau quand on est dirigeant de boîte. C'est ça. C'est l'idée selon laquelle si tout le monde fait bien son job, tout ira bien. La boîte fera de la performance. C'est une idée qu'on a tous en tête. Je suis un peu entrepreneur moi aussi, donc j'ai aussi ça dans la tête. Et c'est une idée qui est juste fausse. C'est une idée qui est juste fausse. Si tout le monde fait bien son boulot, c'est pas sûr que tout ira bien. Non. 1 minute? D'accord. Ok. Donc je vais passer. Voilà. Ce point-là de assumption fondamentale remise en question, je vous invite à le garder. Le deuxième point, comment gérer ce genre de choses?
C'est ce qu'on appelle le strategic error management. C'est dommage, j'étais très très fier de mes animations. Je vais les passer très très vite. C'est ce qu'on appelle le strategic error management. Je pense que vous comprenez. Hein. Il s'agit de retrouver la route une fois qu'on a fait une erreur. Une erreur, c'est dévier de la route qui est la bonne. Et il y a un process. Le process, le point clé du process, et vous l'avez souligné, c'est d'admettre nous avons fait une erreur. La responsabilité, elle est personnelle, dans le sens où il faut se l'approprier quand on est CEO, mais c'est une responsabilité qui est collective. L'erreur, elle est collective. Elle vient du fait que différentes parts de l'organisation agissent selon leurs propres règles, dévient par rapport à leurs propres règles, et que les sous-ensembles de règles se désalignent avec la grande ligne générale qui est, avec la grande règle générale qui est on ne massacre pas ses clients. Et donc l'erreur, ça fait plaisir que ça vous fasse rire. Je conclus que vous êtes d'accord. Donc le process, il comprend une phase fondamentale qui est nous avons fait une erreur. Et ce nous avons fait une erreur, il est absolument crucial pour décoincer les solutions. Et j'allais même dire, même pour s'éviter les points de litige avec les avocats qui voudraient prendre avantage de la situation. On a des indications précises qui disent que les entreprises qui reconnaissent avoir fait une erreur, l'étude est sur les hôpitaux en particulier, les entreprises qui reconnaissent avoir fait une erreur et qui s'intéressent aux victimes et qui formulent des excuses, ces entreprises-là payent moins de dommages et intérêts, payent moins d'assurance, payent moins de primes d'assurance et réalisent une performance meilleure. Donc le tout petit truc qui est « nous avons fait une erreur », ce tout petit truc-là permet et est en fait le pivot de comment on gère ce genre de situation. Je termine sur 2 citations. Celle-ci, mais j'y reviendrai tout à l'heure, donc je vais passer vite. Et je vous invite à questionner cette autre vérité qu'on croit fondamentale, hein, puisque même j'ai été introduit par l'idée qu'éventuellement on pourrait ne pas faire d'erreur. Le point n'est pas là. Le point, il n'est pas de faire d'erreur. Le point, il est de savoir manager ses erreurs. Merci beaucoup.